madame, monsieur, nous sommes le lundi, c'est un début de semaine comme ça, nous sommes au mois de janvier 2014 déjà, qui s'égrène inexorablement depuis la fin des fêtes de fin d'année. Le grand soir de ce début de semaine, on va recevoir une dame bien dans sa peau, bien dans sa tête. Elle est camerounaise d'origine, ayant immigré en Amérique, aux États-Unis, comme ça. Donc elle est revenue, elle a choisi de s'implanter dans son propre pays, histoire d'implémenter aussi tout ce qu'elle aura emmagasiné comme connaissance dans le domaine spécifique du marketing et de la communication. Ce sera donc tout à l'heure. D'ailleurs, on vous la présente sans plus attendre, parce qu'on a bien d'autres nouvelles à évoquer tout au long de cette édition, autre édition du Grand Soir. Madame Merlise Prudence Mba, c'est bien ça? C'est bien ça, Sam Séverin. Bonsoir. Ça va? Très très bien. Alors, vous êtes... comment avez-vous passé les fêtes de fin d'année? Parce que c'est toujours à la mode quand même. Ah oui, c'était magnifique. Toute ma famille était là. Mon époux est venu pour quelques jours. Donc c'était magnifique. Ouais. Et le début d'année également, généralement on dit que le mois de janvier c'est très compliqué. Est-ce que vous ressentez ça à votre niveau? Non, pas vraiment, parce que avant le début de l'année, j'ai passé une nuit prophétique dans mon église et c'était une belle transition. Donc c'est plutôt un mois de janvier très agréable. Une nuit prophétique, vous l'avez entendu, madame, monsieur, on parlera à nouveau des églises vers la fin de cette émission. Parce que notre invitée est une femme qui pratique la piété à sa manière. Elle nous dira ce qu'elle en pense aujourd'hui et également, on va dire, de la multiplicité de ces églises-là et de ce que la religion peut fondamentalement apporter aujourd'hui aux communs des Camerounais. Un pays pour lequel il faut dire que les choses ne vont pas très très bien. On prend une transition et puis autant les news, les tendances du jour. Voilà, alors on commence avec le président. Le président de la République est très en colère. Ça ressort dans la plupart des unes des journaux de ce lundi. Et on l'a d'ailleurs remarqué depuis l'annonce, enfin depuis son dernier discours, le 31 dernier. Une fois n'est pas coutume, il a fait une véritable, on va le dire... exégèse de la situation politico-sociale au Cameroun aujourd'hui, en indexant pas moins que, on va le dire, tous ceux qui sont aux commandes des affaires du pays. Il a dénoncé l'inertie, l'inaction. Alors le chef de l'État devait normalement procéder, on va le dire, à la présentation des vœux avec le gouvernement au grand complet, mais on a choisi de retarder l'événement. Et dans les coulisses, on dit que c'est parce qu'il y a préparation d'un remaniement, on va dire, de très grande amplitude, parce qu'il est très fâché, le président, contre les gens de son gouvernement. Est-ce que... mais ça, c'est vrai, le président est fâché depuis très longtemps. Je veux dire, si on s'inspire juste de l'opération Épervier, il y a bien une raison pour laquelle cette opération est là depuis quelque temps. Donc, à la base, il y a quelque chose qui bouillonne en lui. Et donc, on va espérer que ce soit du meilleur qui en sorte. Maintenant, remaniement, les gens l'attendent depuis parce qu'ils sont habitués. Voilà, donc au lendemain des élections en général. Mais les gens pensent qu'en tous les cas, il a fait son propre désaveu parce que c'est lui qui nomme toutes ces personnes-là, qu'il les garde à ces mêmes fonctions, et venir nous dire comme cela qu'il y a telle chose qui n'a pas été exécutée. Est-ce que finalement il ne tire pas, on va le dire, sur son propre pied, le chef de l'État? On l'attendait avec des actions concrètes, mais la faute c'est d'abord à son gouvernement qu'il incarne. Oui, mais c'est très bien. Moi je pense que c'est une bonne action. Appeler ça un désaveu, honnêtement je vais appeler ça une autocritique. Et normalement on devrait tous le faire dans la vie, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est même ce qu'on espère le plus en général. Il n'est pas question simplement de tirer sur les gens quand ils commettent des fautes, c'est d'essayer de comprendre quand ils s'en rendent compte et qu'ils essayent de rattraper la mise. Donc qu'ils soient en train de effectivement faire toutes ces mises au point, toutes ces déclarations, qu'ils soient vraiment en train de se lâcher complètement, faire ce coup de gueule, ben on va espérer qu'il en sorte quelque chose de positif tout simplement. Mais à propos de ce remaniement, il faut espérer qu'il arrive aussi, parce que ça fait longtemps qu'on attend cela. Voilà, effectivement, il ne faut pas qu'il nous remette un peu le coup également de 2011 après l'élection présidentielle, où il a ramené pratiquement les mêmes personnes quand même qui sont un peu de sa génération. Alors, un qui n'a pas, on va le dire, eu le bonheur on va le dire, d'être cité en exemple aujourd'hui. En tout cas, il s'en est allé, Robert Mbella-Mbappé. C'était plutôt un bel exemple, c'est ce que je voulais dire avant de m'en mêler un tout petit peu, parce que il est décédé en France, la nouvelle cour depuis, Robert, voilà, justement, le petit Robert. C'était un bel exemple, on va le dire. En tout cas, on est unanime pour reconnaître qu'il était exceptionnel. C'était un grand homme. Moi, Sam Séverin, j'ai envie de dire
dire vraiment RIP à ce grand monsieur, parce que pendant que j'étais au lycée, ce que je me souviens de lui, c'est que il était effectivement ministre de l'Éducation à ce moment-là, et étant la meilleure élève des terminales, de toutes les terminales au lycée de Mbouda, il m'a envoyé un prix spécial, voilà, depuis le ministère, et ça m'a marqué. Ça m'a fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à la jeunesse camerounaise et qui l'encourage. Il a fait presque 12 ans à la tête du ministère de l'Éducation, en tous les cas. Il a été ministre de la Justice aussi, originaire du Mungo. Robert Mbela Mbappé restera finalement un des rares cas d'homme d'État exemplaire, vraiment pratiquement irréprochable. Rien à voir avec ce qu'on connaît depuis Rien à voir avec sa taille non plus. Hein. C'est pas la petitesse qui fait la grandeur. Hein, voilà, c'est petit Robert, finalement, on va attendre qu'il y ait des obsèques, peut-être officielles aussi en son honneur. On l'espère bien que le chef de l'État puisse faire quelque chose de spécial. Quelquefois, on l'attend, à certains endroits, il n'y est pas. Et il est là où on l'attend pas, quelquefois. Bon, il faut être imprévisible hein, quand on est leader, quelquefois. Tout à fait. On continue les informations en bref, rapidement, pour le cas de Philémon Yan. Lui, forcément, on ne peut pas dire qu'il pourra être cité dans l'histoire comme un bel exemple aussi, parce que c'est pratiquement le premier ministre de l'inaction. Au jour d'aujourd'hui, la colère du président qu'on évoquait en début de cette édition est principalement dirigée contre le premier de ses ministres. Parce qu'on a vu à chaque fois qu'il y a un gros problème, comme par exemple au niveau de la culture dans le droit d'auteur, le PM est incapable de siffler la fin de la récréation. Au niveau du sport, on a vu la FECAFOOT s'en mêler, et il avait été au cœur même de ce conflit avec la FIFA et tout. Il n'a pas été en mesure, finalement, il a fallu que les gens de la FIFA viennent régler l'affaire du football au Cameroun. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est finalement parce qu'on va dire que le vrai du pouvoir, c'était au niveau de la présidence, et que lui, en tant que chef du gouvernement, n'avait pas les mains libres? Non, Sam Sévérin, j'ai pas envie de dire ça. Pourquoi? Parce que quand on est leader, on est leader. Quelquefois, ce n'est pas la position qu'on a qui importe. Quand on est un homme d'action, peu importe là où on se positionne, on peut faire la différence. Donc, en réalité, en tant que Premier ministre, il y a bien des actions qu'il aurait pu mener ou imposer, dépendant maintenant de la méthodologie qu'il aurait adoptée. Donc, je pense qu'il s'est vraiment fait absentéiste depuis qu'il est là. Honnêtement, il n'y a pas d'action marquante qu'on puisse mettre dans son compte à ce jour. Donc, voilà, c'est complètement nul, quoi. Et il a également fait perdre les élections dans sa région au parti au pouvoir, fatalement. Donc, tous les premiers ministres qu'on a connus ces derniers temps, depuis les Simon Achidi Achou et puis, je sais pas, l'autre anglophone, là. Donc, je crois que finalement, Philémon Yan aura été vraiment celui qui ne rentrera pas dans l'histoire. Mais attention, hein, il pourra être reconduit à son poste aussi. On ne sait jamais le président avec ses surprises, mais tout est véritablement parti pour qu'il soit remplacé. On nous avons parlé d'autocritique. Donc, de toute façon, s'il passe en revue ce qui va pas et que quelque chose change, eh ben, c'est tout ce qu'on souhaite. Hein, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Voilà, donc il y a eu Peter Mafani Moussongue qui avait été, voilà, c'est le nom qui m'échappait, qui avait essayé de faire quelque chose. Mais vraiment, pour le cas de Philémon Yan, aujourd'hui, on évoque le nom de Dorothy Ndjema pour succéder à Philémon Yan. On verra bien si nos sources sont concordantes. Ce sont des choses qui se disent. On évoque l'actualité de l'armée camerounaise qui recrute toujours à initiative du chef de l'État aussi. Environ 4850 hommes de troupes sont programmés pour être recrutés d'ici à la date du 31 janvier. En tout cas, c'est la date butoir de dépôt des dossiers. Bon, on verra si ça peut venir apporter quelque chose. On sait que le Cameroun est un pays relativement en paix et qu'au plan sécuritaire, on n'est pas en guerre contre certains États. Mais on voit quand même que l'armée au Cameroun est très bien constituée avec une batterie également de hauts gradés, généralement qui sont très bien traités aussi. On a même souvent dit que le président fait un peu trop la part belle à ces hommes en tenue, comme on dit. C'est votre avis aussi dans le civil? Est-ce que le président leur fait la part belle? Je ne pense pas vraiment, parce que je pense plutôt que par rapport à ce qu'ils font, ou alors ce qu'ils sont supposés faire, c'est tout ce qu'on peut leur donner. Parce que sous d'autres cieux, on accorde beaucoup d'importance, beaucoup d'honneur à tous ces hommes en tenue là, ces personnes qui défendent la nation. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est pas parce qu'ils sont pas en activité qu'ils n'en méritent pas les mêmes honneurs. Hein. Si je prends le cas des États-Unis, honnêtement, quand on est dans l'armée américaine, on est respecté de tous partout où on passe. D'ailleurs, mais les soldats camerounais sont très souvent aussi sur la ligne de front aussi. Donc on va dire qu'ils mangent l'argent du pays pour rien, pratiquement. Ils vont pas en guerre. Ils vont pas en guerre, c'est vrai, mais il vaut mieux justement qu'ils continuent à vivre. Supposons un seul instant, Sam Sévérin, qu'on ait un soldat qui vienne être journaliste ici à DBS. Bon, alors, il va faire ce travail. Et après, quand on aura besoin de lui sur le front, si jamais ça arrivait, on souhaite pas que ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Il essaie de remballer ses valises rapidement. Donc, c'est le fait qu'il soit justement prêt à l'action
préparation que c'est ça qui nous rassure, nous, en tant que pays. Parce que justement, ce qui est arrivé dans d'autres pays par le passé, c'est le manque de préparation, c'est le fait que les gens ne soient pas en attente au cas où il y a besoin de nous défendre. En tous les cas, on vous a compris bien votre position. Vraiment, il faut qu'on les traite bien, on continue à bien les traiter, c'est tout. Voilà, c'est ça. En tout cas, le chef de l'État, il tient bien à son armée. Attention, on ne touche pas à l'armée du président. Maintenant, il faut s'occuper des autres aussi. Hein, voilà, c'est ça. Il n'y a pas que les hommes de troupe. Finalement, dans un pays, il y a les médecins, les enseignants, les journalistes qui méritent d'être également un peu bien traités. Il y a les douaniers qui ont beaucoup d'argent aussi, les magistrats, parce qu'il y a beaucoup de corruption dans ces corps de métier aussi. Malheureusement, il faut le dénoncer. Radio Veritas, non, je voudrais parler de Veritas Télévision. C'est une nouvelle chaîne qui émet depuis quelques jours seulement à Douala, en clair. Alors, il n'y a pas encore grand-chose au niveau de la programmation. Alors, l'archidiocèse de Douala évoque des réglages qui sont encore faits. La chaîne va d'abord commencer par émettre dans la région du littoral, tout simplement. Ils ne sont pas encore sur le satellite. Donc, essayez d'aller les chercher un peu. On va quand vous enlevez l'antenne du câble, donc vous pourrez tomber par hasard comme ça sur Veritas Télévision, qui va, on va le dire, se positionner un peu comme Radio Veritas, une véritable télévision catholique aussi, un peu comme la Cato au niveau de la télévision catholique française. Rapidement, l'actualité de Madagascar, aussi là-bas, apparemment le président a été proclamé élu, un certain Rajolina, c'est ça, mais comme il est de coutume, il y a des contestations à nouveau, donc les hommes de Ravalomanana ne sont pas d'accord avec cela. Est-ce qu'on en finira finalement, on va le dire en Afrique, avec les contestations au niveau des élections à la fin? Oh non, je ne pense pas. Je pense qu'on a du chemin, nous. On a des guerres, vraiment des petites guerres intestines inutiles quelquefois. Je veux dire, je pense que c'est plus lié à de l'égoïsme qu'autre chose. Hein. À un moment donné, quand les gens s'arrêteront et se diront, ce qui est important, c'est l'intérêt général. Vous allez voir, on aura moins ces guerres. Maintenant, est-ce que c'est pour demain? Je ne pense pas. D'ailleurs, nous, on est plutôt en train de contaminer l'Occident. Quand on croyait au départ qu'ils étaient des exemples, on se rend bien compte que c'est pas tant que ça le cas. Donc Madagascar aujourd'hui, ils peuvent basculer à nouveau, on va le dire, dans le chaos, vous le pensez? J'espère que non, vraiment, mais tout porte à y croire. Vraiment, j'espère que non. On n'en a pas fini avec le Congo, avec la Centrafrique, avec tous ces pays. Vraiment, que pitié, hein, qu'on n'y arrive pas, vraiment. Franchement, vraiment, il faut que les uns les autres commencent à respecter le résultat des urnes dans les élections. C'est ce que nous on fait un peu au Cameroun. Hein. On a un chef d'État qui a été élu vraiment à 98%, je sais plus trop quoi, et puis tout le monde est tranquille. Même les opposants aujourd'hui, les gens du SDF, on les annonce proches du gouvernement. Ça veut dire qu'ils ont reconnu la victoire écrasante du chef de l'État. Aussi simple que ça, Sam, c'est vrai. Il y a d'autres méthodes pour s'imposer. Je veux dire que quand on est efficace, on est efficace. Que ce soit par les urnes ou pas. Donc maintenant, est-ce ils se démarquent? Même si je prends le cas du Cameroun, est-ce que l'opposition se démarque quand ce n'est pas les élections où il faut aller donner du riz et du pain aux gens? Je ne pense pas vraiment. Mais si s'imposait en tant que tel, on verrait les résultats aux élections. La preuve, il n'y a que les RDPcistes en général qui s'en vont voter. Donc alors. Voilà qui est bien dit. Voilà. Donc on reparle des affaires du Cameroun dans le domaine du sport. On pourrait finalement être au courant du programme de préparation des Lions indomptables pour la Coupe du Monde. On sait qu'on est pratiquement l'un des derniers pays à rendre public son programme. Alors, ce n'est même pas encore fait. On nous annonce une conférence de presse à la date du 9, donc dans quelques jours, donc par les soins du ministère des Sports. Conférence de presse, parce qu'on aime bien faire le folklore. Conférence de presse conjointe entre le ministère et l'entraîneur sélectionneur, monsieur Volker Finkel, l'allemand. Je crois bien que c'est son nom. Donc, vraisemblablement, il va être maintenu à son poste. Donc, on ne va pas suivre ce qu'avaient demandé les gens comme Roger Mila de changer d'entraîneur, d'aller nous chercher un entraîneur du niveau de la Coupe du Monde. Alors, Volker Finkel va donc donner son programme de préparation pour les Lions indomptables. Et là, la course pour les places, ce sera très très difficile. Alors, le Brésil, pour vous également, c'est un grand rendez-vous parce que c'est déjà 2014. Et le Cameroun aujourd'hui, on était en Afrique du Sud avec une piètre prestation. Qu'est-ce que vous attendez de cette Coupe du Monde pour nous? Oui, moi simplement, j'espère que le blason du Cameroun sera redoré. Je pense que par nos derniers sorties quand même nous ont rassurés. Je pense que même les plus sceptiques ont commencé un tout petit peu à se rabattre dans le camp de ceux qui sont optimistes. On espère vraiment tirer le meilleur parti de cette sortie-là, de cette qualification pour le Brésil. Maintenant, comment est-ce qu'on va y arriver? On va reposer effectivement sur toutes les personnes. Au niveau de la préparation quand même, parce que les tours opérateurs et tous les spécialistes marketing, peut-être comme vous, je crois que c'est une belle occasion à saisir également. Il y a plein d'opportunités d'affaires autour d'un rendez-vous comme celui-là. Je dois rappeler que l'ambassadeur du Brésil au Cameroun est très très content
parlant de cela, il l'a déclaré récemment sur une chaîne concurrente. On attend beaucoup du Cameroun, de notre participation, au-delà même de l'équipe de football, aussi au Brésil. Peut-être que vous pourriez développer à votre niveau également des stratégies en cette matière. Ça a déjà commencé de toutes les façons. Hein. Il suffit d'aller en ligne un peu, aller sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se prépare. Maintenant, on va juste espérer que on ne soit pas, on ne continue pas à avoir l'attitude de mendiants et de misérables, où quand on va même dans un petit pays ou un pays du tiers-monde, on a envie d'y rester simplement parce qu'on veut être à l'étranger. On va espérer que les gens aillent au Brésil et reviennent, quoi. C'est vrai, comme vous êtes bien parti aux États-Unis, vous revenez au Cameroun, voilà, c'est ça. Ça se fait. Voilà. Alors, l'actualité des médias, on parle de l'émission Canal Presse chez nos confrères de Canal 2 International. Alors, on en parle pourquoi? Parce que c'était l'une des émissions à succès, on va le dire, de cette chaîne-là et même de l'univers médiatique camerounais. C'était un grand rendez-vous. À la base, je dois rappeler que c'est Anani Rabier Bidzi qui en avait été l'inspirateur. La mission avait été bien reprise par monsieur Joly Koum, qui était devenu une vraie star. Il savait bien mener cette affaire-là, malgré tout ce qu'on pourrait lui reprocher par ailleurs. Peu importe, moi je pense qu'il était magnifique à cette émission. Voilà, à cette émission. Maintenant, quand il s'en va à la CONAC, alors l'émission bascule entre les mains du nommé Paul Mahel. Alors Paul Mahel également, il essaye quand même d'être au niveau. Quand lui s'en va également à Vox Africa, alors je sais plus trop, là la débandade a commencé. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, c'est ça. Là, c'était bien compliqué au niveau de Canal Presse. Non, je crois pas. Paul Mahel n'a pas animé cette émission. Je crois que c'est David Atemkem. Voilà. Il s'en est bien sorti aussi. Maintenant, lui également a été râpé pour une organisation internationale également. Alors, depuis quelque temps, l'émission perd un tout petit peu de sa saveur. Et dimanche dernier, on a encore vu l'émission qui est réservée principalement aux hommes des médias d'abord, devient une espèce de forum politique. Aux commandes, Jean-Jacques Zé qui fait venir des politologues et tout. Pas un seul journaliste sur le plateau. Je crois que ce n'est pas la meilleure façon comme cela de garder l'héritage d'une belle émission que vous avez aimé du temps de Joly Koum. Moi j'ai aimé, beaucoup aimé du temps de Joly Koum. J'ai surtout mon inquiétude, hein, c'est surtout en général, un peu comme le Grand Soir. On aime cette émission, on l'aime avec vous, enfin vous avec quoi, vous comprenez. Maintenant, quand on regarde une émission et que régulièrement les présentateurs sont changés, il y a un problème. C'est tout un autre débat au Cameroun. Les patrons de chaîne, ils aiment ça. Voilà, on s'habitue un tout petit peu à la manière de faire de chacun. Vous avez votre style. On aime le style de Sam Séverin. Et maintenant, quand il s'en va, on nous laisse un temps de transition. Si on passe à un autre et ensuite à un autre animateur, ensuite à un autre... Enfin, il y a un problème, quoi. Donc, moi, mon souci, c'est un souci simplement de stabilité, juste pour nous, pour qu'on puisse quand même obtenir l'information de façon tout à fait. Donc, c'est une interpellation en direction des gens de Canal 2, par exemple, aussi. Quand même, hein. Au niveau de Canal Presse, il y a des émissions, on peut faire passer des gens, les changer tout le temps. C'est bien de changer, on voit autre chose, mais un peu de stabilité, ça fait du bien pour qu'on puisse digérer un peu plus... tout à fait. Voilà, et je dois vous le dire, madame, c'est une spécialiste de la communication qui parle. Donc, vraiment, c'est pas quelque chose qui vient de nous. Et je dois rappeler que on vous a pas préparé par rapport à cela. Hein. Donc vous, non, pas du tout. Bien au contraire. Enfin, je veux dire, le rédacteur en chef, Patrick Christian Dobo, c'est un très très bon ami et partenaire à moi. Donc, je dis, j'en parle là et j'en parlerai avec lui aussi. Tout à fait. Dernière information et triste peut-être. Bon, mais pas forcément. Hein, la disparition du footballeur Eusebio, qui était portugais mais d'origine africaine aussi. Il est décédé à l'âge, je crois, de 75 ans. C'était un grand monsieur surdoué du ballon rond. C'est dommage qu'il puisse s'en aller au moment où il y a la Coupe du Monde. Sam Séverin, quand tu le dis, permets-moi, je vais dire de penser un tout petit peu à mon grand frère Alain Wabo, alias Capello, qui nous a quittés il y a quelques années. C'était un grand coach. C'est votre grand frère, c'est ça? C'est mon grand frère, le deuxième fils de ma mère. Et donc, quand j'entends un homme du football ou un homme du sport partir en général, ça me fait un petit pincement dans le cœur. Voilà, c'était un grand homme pour nous. Tout à fait. Non, je l'ai bien connu, rassurez-vous. Hein, les Wabo dans tous ses débuts, effectivement, et on avait été contents. Avec ces termes techniques assez voilà, spéciaux. C'est ça. Il était très sollicité par les médias. C'était quelqu'un de particulier dans son style aussi. Tout à fait. Autodidacte, très admirable. Il discutait le tableau noir avec nous à la maison pour faire ses schémas tactiques. On dit on veut étudier, il dit oui, mais vous allez attendre un peu. Il a des gaillards qui sont là pour suivre ses schémas tactiques, les tout petits, mais il est parti de rien pour arriver au sommet. Oui, vraiment de rien. Et à chaque fois, il est passé dans des équipes et c'était à chaque fois le succès, quoi. Donc Capello, RIP, Alain Wabo, mon grand frère chéri, je t'aime. Voilà, à côté de Eusebio, le portugais. Voilà, madame, monsieur, fin des potins, les news. Petite transition, on revient à notre invité.
Voilà, en compagnie de Merlise Prudence Mba. Alors, je crois que les auditeurs, téléspectateurs ont pu se rendre compte, on va le dire, de la très très belle prestation que vous avez, on va le dire, bon, dans des domaines qui sont pas les miens, hein. Voilà, donc, alors on recommence donc, rétropédalage. Qui est Merlise Prudence, véritablement votre début, le cheminement, les études, c'est vrai qu'on peut pas faire le tour, mais essayez de nous résumer un tout petit peu. Je vais essayer de résumer pour dire que c'est simplement une jeune Camerounaise d'origine et très ambitieuse, qui aime beaucoup le Cameroun, vraiment partie de rien. Je suis partie d'une famille très modeste pour gravir les échelons, et donc j'ai compris l'importance du travail, de l'ambition et de la positive attitude dans la vie. Mais vous étiez déjà une forte antenne, on peut le dire. Vous avez dit au lycée de Mbouda, pratiquement la meilleure élève de terminale. Oui, voilà. Mon père, quand c'était les résultats, il venait à l'école il faisait venir quelqu'un qui va l'aider à porter les paquets, quoi. On appelait ça généralement les prix. Prix du meilleur élève de ceci. Donc c'était une belle époque. J'aime beaucoup mon époque. Voilà, donc vous étiez donc déjà promise à un bel avenir, comme on peut le dire, depuis votre train d'enfance. Oui, enfin, je veux dire que en bonne chrétienne, j'aime bien Jérémie qui dit que le Seigneur me connaissait même avant que je ne sois conçue dans le sein de ma mère. Et il avait des plans de bonheur pour moi. Donc je crois fermement à cette parole du Seigneur, et je pense que jusqu'à présent ça me propulse. Vous aviez envie de faire quoi depuis toute petite, effectivement? Journaliste. J'avais envie de faire votre travail. J'avais envie de faire ça, mais je vais vous raconter une petite anecdote là-dessus d'ailleurs. Et comme je rêvais d'être journaliste, parce que ma mère avait un petit restaurant et à chaque fois elle emballait des choses avec des papiers, journaux et tout. Et de temps en temps, je perdais un peu du temps aux clients parce que je voulais lire ce qui était sur le papier, et j'aimais écrire. Mais quand je suis arrivée donc à Douala, j'ai eu envie de faire ce métier. Il y avait un recrutement de stagiaires dans une boîte de la place, et quand je suis arrivée, il y avait 100 candidats. Est-ce que j'ai le droit de donner le nom ou pas? Si, allez-y. Voilà. Donc c'était sur Equinox Télévision, et radio à l'époque, ils n'avaient pas encore la télé, et ils recrutaient quelques jeunes qu'ils voulaient former. Et donc quand je suis arrivée, parmi les 100 personnes qu'ils avaient sous la main, ils ont retenu 5 et j'en faisais partie. Donc on a échangé un peu, on a avancé, et après j'ai trouvé que les conditions n'étaient pas très favorables parce que j'avais beaucoup de responsabilités. Donc j'ai dû finalement basculer dans le domaine du marketing et la communication, qui est proche un tout petit peu de votre domaine, mais qui est un peu plus rémunérateur en ce moment-là, pour me permettre en tant que... Parce que justement le journalisme ne fait pas gagner beaucoup d'argent, c'est ça? À cette époque-là, ça ne le faisait pas, un peu comme à l'époque de Roger Mila pour le football. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, vous avez des opportunités quand même, hein, pour bien gagner votre vie. Moi, j'aimerais bien aujourd'hui, si c'était à refaire dans ce cadre Tout à fait. Alors, vous terminez dans vos études supérieures à quel niveau jusqu'au Cameroun, avant d'aller aux États-Unis? Déjà, avant d'aller aux États-Unis, j'ai passé ma licence au Cameroun, et j'ai envie de dire comment cette licence a été passée. C'est que déjà, je vous ai parlé, j'ai envie de dire quelque chose qui va inspirer quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui. C'est quoi? C'est qu'avec cette brillante, ce brillant moment que j'ai passé au lycée, où j'étais première de la classe à chaque fois, donc je suis arrivée en terminale en me disant que tout était une réussite pour moi. Donc tout était acquis, quoi, pour une jeune personne qui a tout ce qu'elle veut à chaque fois. Mais donc après avoir reçu tous ces prix, même avec le prix du petit Robert, comme on l'appelait, j'ai quand même échoué au bac. Ah oui, j'ai quand même échoué au bac. C'était mon premier échec, c'était vraiment cinglant. Ensuite, j'ai échoué une deuxième année. Et donc vous imaginez, donc à la troisième année, je suis vraiment complètement à terre. Et quand je dis, j'ai une pensée pour mon grand frère, Alain Wabo, le feu Alain Wabo, c'est simplement parce que lui, il m'a dit, ne te décourage pas, je vais te payer des études. Si tu veux vraiment plus aller à l'école du jour, je vais te payer des cours du soir. Donc en journée, je travaillais dur à être commercial, j'allais voir des entreprises qui faisaient des ventes de vêtements et tout le reste pour leur dire, je peux être commercial pour vous, vous n'avez pas besoin de me payer, tout ce que je fais c'est de trouver des acheteurs et puis je gagne des commissions. Donc en cours du soir, j'ai fait le bac. Imaginez-vous ce qui s'est passé, c'est que ce bac, je l'ai passé avec mention bien, étant en cours du soir pourtant. Et donc ça m'a encouragé, ça m'a boosté, je suis allé faire première, deuxième année. Là nous sommes en quelle année quand vous passez le bac? On est en 2000.
On est en 2000. En 2000, ouais. Voilà, donc on est en 2000 et après ça, donc je vais au supérieur avec l'aide d'un oncle. Mais en ce moment-là, je rencontre une très bonne boîte à l'époque de marketing avec Cielo Zokiza. C'était une agence marketing qui m'a retenu et qui m'a donné mon premier boulot. Donc là, je continue à travailler en journée et aller en cours du soir. C'est comme ça que je passe le BTS et pareil pour la licence. Donc je veux simplement dire à quelqu'un qui nous regarde que avec la détermination, on peut y arriver. Ce n'est pas forcément les moyens qui comptent, mais c'est surtout la volonté. Parce que ce que je faisais en journée m'a permis de payer les études en cours du soir au point de passer la licence avant de partir aux États-Unis. Voilà, maintenant que vous partez, vous émigrez en Amérique, comment ça se fait? Parce que déjà, il faut le dire, hein, c'est pas très évident d'envisager déjà d'obtenir le visa au niveau de l'ambassade des États-Unis et de décrocher, je sais pas trop, un stage. Sam Séverin, j'ai envie de te dire que en réalité ce n'est pas facile. D'ailleurs, je me suis fait rire au nez quand je voyageais. Pourquoi? Parce que j'avais un visa immigrant, ils appellent ça ainsi, un visa immigrant pour les États-Unis qui expirait dans 2 jours. Donc j'avais obtenu le visa 6 mois avant, mais en même temps j'avais obtenu un emploi, un très très bon emploi à AESonnel à l'époque, avec un très bon poste et j'avais une belle carrière devant moi, mais en même temps ayant ma moitié aux États-Unis, et puis il était important que je me rapproche de lui. Donc c'est surtout mon époux que je suis allée retrouver aux États-Unis. Il y avait le choix quand j'y suis arrivée. C'était vraiment juste pour 2 semaines. Je ne partais pas immigrer en tant que tel pour y rester. Mais quand j'y suis arrivée, après 2 semaines, j'étais souffrante et je ne pouvais pas rentrer après mon congé. Il fallait que je reste me soigner. Et AESonnel a décidé de mettre fin à mon contrat parce que j'étais pas revenue après mes 2 semaines, bien que je leur ai dit que j'étais souffrante aux États-Unis. Donc ça m'a imposé un tout petit peu d'y rester. Parce que retourner au Cameroun voulait dire revenir chercher du boulot. Alors j'étais avec mon mari, je suis restée et c'était une belle expérience. Et comme ça, vous avez commencé à développer d'autres types de choses là-bas. Mais oui, voilà. évidemment, c'était très intéressant. Pourquoi? Parce que bien qu'en arrivant dans un environnement qui est complètement nouveau, où l'anglais est un challenge, parce que quand les Américains parlent, même si on vit à Bamenda, on a grandi, on est né là-bas, on a du mal à les comprendre, à les suivre. Mais je me suis donné ce challenge en travaillant dans le customer service là-bas, donc de travailler pour aider, assister les clients. Il fallait faire des efforts pour entendre, comprendre ce qu'ils disent et ensuite pouvoir Très sincèrement, vous ne regrettez pas d'avoir perdu le boulot de AESonnel? Finalement, je vais dire que non, mais j'ai juste perdu quelques amis avec. J'espère qu'avec le temps, je vais les récupérer. C'est tout ce que on va donc aller évoquer le premier sujet au niveau de la marque, la qualité aujourd'hui, parce que ça fait partie de votre spécialité. Challenge, effectivement. Alors, sur les produits authentiques, je ne sais pas comment on appelle cela, c'est un de vos défis au jour d'aujourd'hui. C'est mon défi. C'est mon défi. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, c'est un de mes défis tout simplement parce que pendant le séjour que j'ai eu aux États-Unis, j'ai simplement compris que la satisfaction du client était d'une grande importance. Voilà, dans ce pays. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas comme ça dans mon pays, que le client soit vraiment un roi? Et donc, en venant au Cameroun, moi je viens au Cameroun en vacances parce que j'ai eu 2 enfants, en dehors du premier qui est né au Cameroun, des 2 enfants qui sont nés aux États-Unis, et j'avais besoin de les présenter à ma famille. Donc je viens juste en vacances et je vais dans un restaurant, alors je veux déjeuner, et il y a une serveuse qui arrive, Sam Séverin, qui reste là comme ça, pendant 30 secondes, elle me regarde, je la regarde, je m'attends à ce qu'elle me dise bonjour madame, bienvenue à tel restaurant, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je suis obligée de lui poser la question. Donc je me dis, il y a quelque chose qui manque par rapport à la qualité du service client. Et c'est ce qui m'interpelle. Dès lors qu'elle est présente devant vous, vous devez lui passer votre commande. Oui, c'est tout ce qu'elle attend. Elle n'a pas besoin de me dire bonjour d'ailleurs. Alors, mais la politesse au moins, je veux dire, et même me dire ce qu'elle a au menu. C'est une procédure, c'est une méthodologie. Donc rien n'est simple. Même quand on est serveuse, c'est un métier, on apprend, il y a une procédure sur comment accueillir un client. Donc c'est ce qui m'interpelle quand j'arrive au Cameroun et je me dis il y a un grand manque de la qualité du service client et je me suis dit ayant travaillé dans ce domaine aux États-Unis, les vacances, après ça je reviens m'installer quoi. Donc c'est ce qui a créé le déclic. Je suis rentrée, mais en même temps quand j'arrive, je me rends compte Sam Séverin que on est envahi
Quand je partais, c'est vrai, on a une panoplie d'articles chinois qui arrivaient de très basse qualité, qui arrivaient parce qu'il faut dire qu'il y a de très bonne qualité également de produits en Chine. Mais quand j'arrive, on est envahi pratiquement par ces produits et je sens un besoin autour de moi des gens qui ont besoin des qualités, de la qualité du produit également. Donc finalement, je me retrouve dans une situation où dans mon pays, on a besoin de la qualité du produit, on a la qualité du service. Je dis, ben, je m'installe. Donc aujourd'hui, j'aide les gens à faire des achats en ligne, à faire des achats même sur place, mais d'acheter des articles de qualité, quoi. Voilà. Donc je suis consultante en achat. Tout à fait. Et ça marche parce que, mais vous savez quand même que c'est différent. L'univers américain, le rêve américain quand même, la mentalité c'est pas forcément la même. Vous devez avoir de la peine à pouvoir... vous parlez de la peine, il y a vraiment de la peine parce qu'il y a un gros travail préliminaire, un travail de la mentalité d'abord comme tu l'as si bien souligné, mais tout ça, ça se travaille. Dès lors que le client devient exigeant, ben, au fur et à mesure, même également les prestataires commencent à s'ajuster. Je vais te donner un exemple. Tu sais, auparavant, quand tu allais te coiffer, par exemple, ben, tu venais, on te coupait les cheveux, surtout pour les hommes, et on te disait au revoir. Mais aujourd'hui, quand tu vas, on t'accueille, on te coupe les cheveux, on te les lave comme les dames, on te fait un shampoing, on te masse la tête, on te rend vraiment beau, on te saupoudre le visage, donc tu sors de là, tu es vraiment beau. Donc ça, c'est de la qualité. Dans les produits également, les gens s'attendent à cela. Donc le challenge était là, mais crois-moi, les mentalités sont en train de se préparer au fur et à mesure à recevoir quelque chose de bonne qualité. Les Camerounais sont exigeants, tu le sais très bien. Donc, tout à fait, voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à leur dire à tous ces Camerounais quand même? Est-ce qu'ils doivent totalement abandonner ce qui est faux, forcément, hein? Ce qui est chinois, comme on le dit? Tu sais, j'ai envie de te dire oui aussi. Parce que là, il y a une catégorie de personnes, il y a un problème de pouvoir d'achat aussi. Non, donc, tu sais, non, j'ai envie de te répondre tout de suite. Parce que c'est l'excuse que nous prenons en général. Nous prenons l'excuse du pouvoir d'achat. Mais j'ai envie de dire, au lieu d'acheter 10 paires de chaussures qui sont de piètre qualité et qui vont durer chacune un mois, il est préférable... Au jour d'aujourd'hui, dans mon inventaire, par exemple, je vends des Sebago, qui sont des chaussures que, même 10 ans plus tard, les petits-fils des gens portent. C'est de très très haute qualité. Donc, je veux dire, maintenant, quand vous regardez une chaussure qui a duré 10 ans, et qui a été achetée à 100 000 francs, et une chaussure qui a coûté 5 000 francs, mais qui a duré 3 à 6 mois, et qui déjà n'est pas très beau à voir. Nous, vous savez, on est exigeant quand même sur la qualité de ce qu'on veut voir. Vous avez un très joli blazer, que moi j'aime bien, parce que c'est du bon tissu. C'est beau à voir, mais honnêtement, tout ce qui brille, c'est pas forcément de l'or. Alors, on doit s'habituer à... Mais c'est un discours assez compliqué parce que d'abord le gouvernement a permis qu'il y ait qu'on soit un peu envahi par. Je suis d'accord, Alors à ce niveau-là, qu'est-ce que vous préconisez vraiment? Est-ce que vous le dites très clairement qu'il faut se débarrasser de tout ce qui est chinois, pour parler trivialement? Non, je n'ai vraiment pas envie de dire ça parce que souviens-toi, je t'ai dit, Sam Séverin, que de la Chine, il y a des produits qui sont de très bonne qualité également. Ok. Quand les Chinois vendent, ils vous disent, nous on a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ils vendent par niveau. Mais le client a de la peine à reconnaître également, on va le dire, la qualité, la bonne qualité. Comment faire pour savoir que ça c'est bonne qualité? Maintenant, c'est là où interviennent maintenant nos autorités pour quand même établir des standards. Il y a des standards dans le monde. Aux États-Unis, quand on importe par exemple des produits, il y a des standards qu'il faut respecter. Ils importent beaucoup de la Chine. D'ailleurs, la plupart des produits que je vends, quelquefois, sont non pas seulement fabriqués aux États-Unis et en Europe, mais quelquefois en Chine, mais de très très haute qualité. Donc, moi simplement, je dis, il faut que même notre gouvernement soit exigeant. Quand je vois notre première dame, quand je vois Madame Chantal Biya, elle porte un sac Chanel qui est de très très haute qualité, qui est très cher. Le chef de l'État est très bien habillé. Maintenant, mais Chanel, c'est pas camerounais, c'est pas africain aussi. Hein? C'est pas africain, d'accord. C'est pas fait comme Mandela aussi qui portait pas. Mais oui, la preuve, je veux dire, moi je suis une fan d'Esterella, qui est ma styliste personnelle. Esterella qui m'habille en tenue africaine, mais vraiment faite de très belle manière. Donc moi je dis, quand on est exigeant, il ne s'agit pas de l'origine du produit, il ne s'agit pas de qui a fabriqué le produit, parce que moi je suis là pour faire également la promotion des talents camerounais, c'est-à-dire que les gens qui ont des produits de bonne qualité, autant j'aide ceux qui sont ici à acheter des articles sur internet, ou même les aider à trouver des articles sur place qui sont de bonne qualité mais ils ne savent pas où les trouver, autant j'aide ceux qui sont également à l'étranger à trouver des articles de bonne qualité. Donc moi généralement quand je vais aux États-Unis,
États-Unis, j'encourage les gens à acheter les produits qui viennent également de l'Afrique parce qu'on a de jolis produits ici aussi. Mais simplement, si on n'est pas exigeant sur la qualité, nous-mêmes ici au Cameroun, ce qu'on fera... Maintenant, vous savez, la qualité, elle a un prix aussi, hein, c'est ça le problème. Et moi, je me tiens à dire que les Camerounais, le porte-monnaie, ça pèse pas beaucoup aussi. Hein, je suis d'accord, mais on peut y arriver, Sam Séverin. On peut acheter un article de 2500 francs qui soit pourtant de bonne qualité. Ok, c'est un choix, mais simplement, on veut ce qui est très très brillant. Parfois, c'est dommage. Je vais vous prendre un exemple. Quand il y a un carrefour qui est très réputé à Aqua, je pense que c'est le carrefour TIF ou quelque chose comme ça, il y a beaucoup de sacs qui ont l'air d'être des sacs de marque, c'est même d'ailleurs marqué dessus Gucci, Louis Vuitton, tout ce que vous voulez, mais c'est de très mauvaise qualité. Donc maintenant, quand vous achetez un sac comme ça qui coûte 10 000 francs ou 25 000 francs, moi je dis, j'ai pour vous des sacs qui coûtent 8 000 francs, mais qui sont des sacs faits avec du bon cuir. Et pourquoi ne pas porter un sac en paille? Il y en a juste là, à la sortie d'Aquanor. Il y a des sacs en paille qui sont très jolis, qui ne coûtent pas cher, mais au moins qui sont faits de bonne qualité. Là, je crois que j'ai bien perçu votre message, effectivement, parce que les gens aiment ce qui brille, alors que c'est pas forcément la bonne. Ça nous amène à aller évoquer le métier du marketing en réalité, qui est une branche un peu de la communication aussi au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a amené à vous rapprocher de cette profession-là? Est-ce que le goût d'aller au contact des gens, effectivement? Oui, en réalité, je suis une personne naturellement très sociable, donc je me fais très facilement les amis, et également, je vais le dire, je vais rendre grâce au Seigneur pour ça, j'ai une facilité de persuader les gens. Et donc, le marketing, ce n'est pas forcément venir mentir aux gens et leur dire des choses, de belles paroles, voilà, donc leur faire miroiter des choses qui ne sont pas. Mais il est question, quelquefois, vous savez, les gens ont de bons produits, mais ils passent très mal le message, vous comprenez? Donc, il est question dans ce métier de trouver une relation de win-win entre le client et l'entreprise. Comment, la problématique du marketing, c'est comment réussir à apporter la satisfaction au client tout en augmentant les revenus de l'entreprise et en limitant les coûts. Vous comprenez? Donc c'est ça la problématique. Maintenant, ça m'a vraiment passionné. Pourquoi? Parce que j'aimais bien ce contact avec le client. À la base, je vous ai dit, ma mère avait un restaurant, donc j'étais régulièrement au contact des clients. Et c'est ça qui m'a un tout petit peu préparé. Quelles sont les astuces que vous utilisez essentiellement pour essayer d'accrocher un très bon message? Est-ce que, par exemple, l'astuce qui consisterait à utiliser l'image de marque de personnalité forte autour d'un produit, est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est convaincant d'après vous? Bah, Sam Séverin, j'ai envie de dire que c'est un des moyens. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait la pub de Nespresso et qu'on fasse dans la publicité, non, c'est George Clooney. George Clooney, voilà, qu'on intègre George Clooney. C'est bien de voir que George Clooney puisse porter sur lui le message de Nespresso. Mais maintenant, quand on a également quelque chose, un produit sur lequel on veut communiquer, aller prendre quelqu'un dans le marché qui est vraiment, c'est-à-dire qu'un pousseur qui est vraiment concerné par le produit, quelquefois, ça peut davantage accrocher quelqu'un. On ne peut pas parler du linge, du détergent, par exemple, et ne pas parler de la ménagère. Donc, allez prendre maintenant une journaliste ou une animatrice télé, j'ai pas envie de donner son nom, c'est bien, mais une dame bien en chair, comme on en a chez nous, ça passerait tout aussi bien le message. Donc, le tout, c'est pas forcément l'image de la personne. Le risque, c'est que cette personne puisse phagocyter la communication ou l'opération qu'on veut mener derrière. Alors, la communication, la publicité, le marketing, tous ces métiers-là, vous pensez qu'on est déjà vraiment un pays de pub au Cameroun? On l'est. Comme ça se fait en Occident? On l'est. Moi, j'ai envie de tirer un coup de chapeau à des personnes qui sont dans ce métier. Voilà, quand je vois, par exemple... Les agences de communication qui ont pignon sur rue, ils font bien leur boulot. J'ai envie de penser à 16 avec Mireille qui fait un brillant travail. Je veux dire que tout est perfectible dans la vie. Voilà. Maintenant, il faut oser. C'est une jeune dame qui ose. Donc, il faut tirer un coup de chapeau pour ça d'abord. Quand je regarde ce que Jean-Paul Chomdou, le responsable communication de Tradex, quand je vois ce qu'il fait, c'est beau. Quand on regarde mais c'est une affaire de réseau aussi, hein, pour obtenir des marchés dans ce milieu-là. C'est des relationnels et tout, parce qu'il faut avoir de l'entre-gens. C'est pas toujours évident quand même. Hein? J'aime bien, Sam Séverin, que ça se dise ainsi, que c'est une affaire d'entre-gens.
Ça me ramène à un autre domaine. J'ai mon papa, mon père spirituel qui dit souvent que les vérités sont parallèles. On croit que pour avoir un bon boulot, il faut avoir de l'entre-gens. J'ai envie de te demander, est-ce que tu avais une relation particulière avec le promoteur de DBS? Je ne sais pas. Maintenant, j'ai envie de croire que c'est ton talent parce que je t'ai vu sur Canal 2 et je pense que tu as du talent. Est-ce qu'il a envie de te prendre ici pour ton talent? Ce serait mieux pour sa chaîne et non pas que ce soit parce que quelqu'un t'a recommandé. Donc, il y va de même pour ce qui concerne les marchés. Il y en a qui sont vraiment faits en termes de réseau parce que, voilà, c'est la personne la plus proche que je connais qui puisse faire ce travail et on lui passe le travail. Mais également, j'ai remarqué, même avant même que je parte du Cameroun, que beaucoup d'entreprises font des offres, qui font des lancements d'appels d'offres et puis voilà, et on passe les gens. Mais j'ai envie de dire également aujourd'hui qu'il n'est pas aussi tout à fait évident d'obtenir des publicités des grands annonceurs de la place si l'on n'est pas particulièrement, on va le dire, proche de ces gens-là aussi. Je sais de quoi je parle. Les multinationales implantées au Cameroun, vraiment au niveau des chaînes de télévision ou même au niveau des journaux de la place, c'est pas très évident pour qu'ils. Oui, mais Sam, c'est vraiment, j'ai envie de dire, j'ai envie de prendre une radio de la place. Ok, j'ai envie de prendre, comment on appelle cette radio, Balafon. J'ai envie de prendre Balafon ou bien une autre radio ou même, je veux dire, faites du bon boulot, faites un bon travail, tout comme vous êtes un bon journaliste, je reviens là-dessus, un bon animateur, ok? Quand vous présentiez cette émission sur le sport, moi je trouvais ça magnifique, tout comme ici c'est une animation d'une émission. Bon, donc il y en a un talent, c'est pareil, quand on est une entreprise, on a parlé de qualité de service tout à l'heure, de qualité du produit. Fais bien ce que tu fais. Et le résultat va suivre. C'est aussi simple que ça. Mais depuis que je fais cette émission, je n'ai pas vu venir, je sais pas, un gros annonceur de la place aussi. Maintenant, on a parlé de communication. Ils ont toujours besoin qu'on aille se mettre un peu à genoux. Et ça, bon, ça marche pas forcément pour tout le monde aussi. C'est vrai. Peut-être on devra s'attacher les services de spécialistes. Tout à fait. Il faut communiquer. Il y en a peut-être, parce qu'il faut dire, Sam, c'est vrai qu'on est en même temps envahi par une panoplie de chaînes de plus en plus. En plus de celle des chaînes étrangères. Donc, entre le fait qu'on soit distribué entre toutes ces chaînes où on doit zapper, il est fort possible qu'on rate une belle émission, comme le Grand Soir. Donc, il est possible qu'il ne soit pas forcément au parfum. Mais il faut dire que c'est également de notre devoir de faire la revue de tout ce qu'il y a autour pour voir ce qu'on peut... Parce qu'ils ont des services de communication marketing. Donc, tout ça, il faut le faire conjointement. On doit aller vers eux. C'est pour ça qu'il faut un service, un commercial qui soit percutant. Maintenant, est-ce qu'il faut des consultants? Ben, moi, je suis disponible. Votre message est passé. On a encore deux beaux sujets à évoquer quand même d'ici à la fin. Je voudrais qu'on s'attarde vraiment avec ta permission, Merlise Prudence, sur le cas spécifique des problèmes du Cameroun. Depuis, on va le dire, le discours présidentiel quand même qui était assez évocateur. Alors, le diagnostic fait par le président, c'est vrai qu'on a commencé par l'évoquer tout à l'heure, qui était assez poignant par lui-même, même si c'est un aveu de son propre échec aussi. Alors, quand vous arrivez, vous avez été à l'étranger, vous revenez, très souvent ceux qui arrivent, parce que j'étais avec Kaïs Ndoumbe qui était en Amérique, une chanteuse aussi à votre place récemment, qui pensait que finalement il y a beaucoup de choses qui doivent encore être faites, même si le Cameroun en réalité est un pays qui doit nécessairement avancer. Quel est le regard que vous avez, la photographie du Cameroun aujourd'hui? Aujourd'hui, honnêtement, j'ai la sensation que je suis à une sensation mitigée un peu. J'ai une partie de la population camerounaise en qui je sens ce besoin d'éclore, de sortir de l'œuf, de vraiment passer à l'étape supérieure. Et maintenant, on a une autre partie de la population, et on en trouve même au niveau du gouvernement, des gens qui sont complètement attentistes, qui sont complètement défaitistes, qui ont pour mot d'ordre on va faire comment? Ben voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais j'ai quand même, je remarque bien qu'il y a une forte communauté camerounaise qui revient, de la diaspora, qui revient s'installer au Cameroun, donner un nouveau ton aux affaires au Cameroun, même à la vie en société, l'économie camerounaise. Est-ce que ceux qui arrivent comme vous, bourrés de compétences et de talents également, vous ne faites pas peur, justement parce que le problème au Cameroun, c'est que quand on a du talent, c'est un handicap. Donc, c'est un problème finalement. Il ne faut pas être spécialement compétent. Quels sont les problèmes que vous avez pu observer à votre niveau ou bien autour de vous? Des gens qui sont arrivés avec plein d'initiatives, mais qui ne peuvent pas avancer.
Oui, il y a un gros problème. Déjà, à la base, comme je parlais des personnes attentistes, ce sont ces personnes qui sont un problème. Ce sont ces personnes qui sont un frein. Et comme j'ai dit, ces personnes, ça va du bas de l'échelle jusqu'au haut de l'échelle. J'ai un proche à moi depuis les États-Unis qui est venu au Cameroun pour lancer un projet de bus, mais un projet vraiment très très bien ficelé. Mais quand il est arrivé, et ça allait être préfinancé, tout allait être fait, ils avaient juste besoin d'être accompagnés par le gouvernement camerounais. Ils sont quand même arrivés à Yaoundé et les gens ont réussi à leur dire comment il fallait commencer par négocier ci, négocier ça, sinon ça passait pas. Ils ont replié bagage et ils sont rentrés. Donc je vous donne cet exemple-là. Il y en a beaucoup, des exemples comme ça. Il y en a beaucoup comme ça. Maintenant, c'est ça le frein. Est-ce qu'on peut arriver à un niveau où on s'oublie? Ok, où on détruit le moi et on pense à l'intérêt général. C'est ce que le président demande, justement, il condamne l'individualisme, un sursaut d'orgueil. Un tout petit peu. Si on arrive à penser au futur, à nos enfants, à la génération future, à tout le Cameroun en entier et même à l'Afrique, on peut faire la différence. Maintenant, j'ai envie quand même d'interpeller les gens et dire, on ne va pas quand même être défaitiste malgré tout. On va continuer à se dire, avec un dur labeur, avec un esprit positif, on va y arriver. On va continuer à préparer les mentalités pour que les choses Mais changent. Ça suffit pas. Mais est-ce que toutes ces personnes, moi j'ai envie de vous demander, toutes ces personnes qui constituent des freins, des goulots d'étranglement, on peut pas les identifier et chercher finalement à les neutraliser. Je veux dire, ceux qui sont chargés de les désigner, comme le président et sa grosse équipe. Oui, voilà. Oui, il y a un travail qui est en train d'être fait quand même, je pense, au niveau avec très peu de résultats quand même. Avec très peu de résultats, ça va lentement. Maintenant, il y a un travail aussi qui doit être fait à un autre niveau. Ça veut dire quoi? On doit apprendre à faire des rapports, c'est-à-dire que si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on doit pouvoir envoyer le message. Maintenant, quelquefois, le message n'arrive pas là où il faut, mais il faut quand même essayer. Et on doit faire le mieux qu'on peut au niveau où on se trouve. Je reviens à dire quoi? Si au niveau du travail qui est fait ici, dans cette émission, dans cette chaîne, si tout se fait de façon réglementaire, de façon positive, ambitieuse, on va y arriver. Je veux dire, si on fait en sorte que la qualité de ce qu'on produit soit magnifique, les gens vont s'aligner. C'est aussi simple que ça. Donc, on va y arriver. Votre discours rejoint un peu celui de l'écrivain, l'universitaire camerounais Joseph Moumi de Bakonji, qui a commis quelques ouvrages sur comment réussir tout ce que vous entreprenez, même si c'était un peu de façon miraculeuse qu'il le clame comme cela. Il faut une certaine méthodologie et croire en ce qu'on fait, effectivement, avoir un désir, aimer ce qu'on fait, mais on a le sentiment que tout cela ne peut pas suffire s'il y a un environnement quand même qui est hostile, constitué de, on va le dire, de francs en tout genre. Et il y en a. Il y en a, mais je dis, il faut rester quand même jusqu'au boutiste. Il faut rester optimiste. Pourquoi? Parce que je vais prendre un exemple. Dans le cadre du travail, par exemple, on a des gens qui disent qu'ils ne trouvent pas du travail. Mais en même temps, honnêtement, autour de moi, si je vous cite combien de chefs d'entreprise, combien d'entrepreneurs ont besoin de talent mais n'en trouvent pas, vous allez me dire que c'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des chômeurs. Il faut aller plus loin pour dire qu'il y a même des gens qu'on recrute, mais qui viennent être simplement fainéants. Donc, il y a un travail d'abord mental qu'on doit faire pour que les choses changent et que nous tous on puisse voir vers ce qui est positif. Mais il y a quelque chose que j'ai envie d'ajouter, c'est que on ne peut rien faire si on n'a pas un support sur lequel on s'appuie. Ce support, certaines personnes choisissent d'aller au village, donc d'aller s'appuyer sur les crânes des grands-pères, d'autres choisissent de s'appuyer sur des sectes, des trucs exotériques. Moi j'appelle ça des raccourcis, voilà, ça marche parfois, quelquefois. Ça marche. Maintenant, on pouvait également choisir d'être très travailleur, d'être ambitieux, mais également d'avoir votre créateur qui vous accompagne, parce que il faut dire que les personnes qui ont la foi, qui sont des croyants en général, ils ont une plus grande... Est-ce que vous croyez d'abord à ces choses d'ordre ésotérique que vous avez décrites, les sectes et autres, on va le dire... Je vais vous dire que ça existe. Ça existe avec des résultats probants aussi, c'est ça? Ça existe partout. Si on est dans la franc-maçonnerie par exemple, on est plus appelé à gravir les échelons dans la société. Certaines personnes croient qu'ils doivent rester dans un certain réseau pour grandir. Mais j'ai envie de dire que c'est archi faux, parce que c'est un choix qui a ses limites. Donc c'était pour dire quoi? C'était pour dire que dans la vie, quand on a des ambitions, on doit choisir le camp avec lequel on veut avancer. Si on y croit dur comme fer et qu'on s'accompagne de la protection, du support qu'il faut, on va avancer sans faute. Il n'y a rien à faire. Ça peut tarder, mais ça va aller. Dites quelque chose en une minute pour le cas des femmes, parce que c'est vrai qu'on n'a pas mis le sujet au menu quand même. Pour les filles qui ont besoin d'éclore aussi, soit avec des maris qui ont beaucoup d'argent, ou alors réussir tout simplement. Quelle est la formule que vous leur préconisez?
n'économisez rien, Merlis En Prudence. une minute, j'ai envie de dire ceci. Il faut être d'abord indépendante, donc il faut travailler sur le plan personnel pour réussir, mais en même temps, il faut être ambitieux. Voilà, donc pour aller au dernier sujet maintenant, donc concernant les solutions qu'on peut trouver par rapport aux problèmes qui se posent au Cameroun, il y a des observateurs qui pensent que la solution peut venir que de Dieu, forcément. Et quand on évoque le cas de Dieu, avec grand D, on voit la religion qui est spécifique à chacun d'entre nous. Oui. Alors, sur les églises implantées au Cameroun, au jour d'aujourd'hui, il y en a tellement. Bon, on va pas faire le débat sur la guerre des religions, mais votre petite idée là-dessus, c'est quoi, Merlis Prudence? Moi, je pense que c'est plutôt positif. Hein. C'est bien le signe de la fin des temps, mais en même temps, ça montre qu'il y a un réel besoin pour les gens de connaître Dieu. Et c'est cette envie qui bouillonne là, mais en même temps, s'ils lisent, ils savent que on les reconnaît par leurs fruits. Mais pourquoi est-ce que chacun a besoin d'aller créer sa propre église aussi, finalement? Bon. Est-ce qu'on ne peut pas se retrouver dans 2, 3 ou 4 églises reconnues comme étant traditionnelles? C'est une bonne question de se demander pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rester dans des églises traditionnelles. Les églises traditionnelles ont leur mode de fonctionnement, et on a parlé de l'église comme étant une croyance. On a parlé tout à l'heure de la religion. C'est une croyance. Donc chaque fois que quelqu'un n'est pas convaincu par ce qui se passe quelque part, il n'y reste pas. C'est pareil pour l'emploi, pour tout ce qu'on fait dans la vie. Quand on n'y croit pas, on n'y reste pas. Je crois que c'est ce qui fait qu'il y a une sorte de débandade maintenant, que ça aille dans tous les sens. Mais j'appelle simplement à la vigilance des gens pour dire, faites très attention à ce que vous voyez autour de vous. Quelquefois, les choses ne sont pas exactement comme elles se présentent. C'est un phénomène qui a connu un grand boom au niveau des États-Unis d'ailleurs, hein, je crois, le phénomène des églises des pasteurs. Oui. Voilà. C'est de là-bas que vous avez hérité votre engagement au sein des églises dites réveillées, parce que vous faites partie d'une église qui n'est ni catholique ni protestante quand même. C'est une bonne question. Je fais partie de Touch of God Ministries. Ouais. C'est l'église que je fréquente ici au Cameroun. Mais je veux dire que ma vie avec le Seigneur date de très longtemps. Maintenant, mon attachement pour l'église pentecôtiste, évidemment, a commencé aux États-Unis, sans forcément qu'il y ait une grande influence. C'était un choix personnel. J'avais besoin de me ressourcer auprès du Seigneur, et en faisant des recherches. Vraiment, parce qu'on est à la fin de l'émission, quelle est la différenciation, la démarcation, quelle est avec les églises dites traditionnelles finalement, quand vous décidez d'y aller chez les pentecôtistes ou alors au Touch of God aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire que finalement on soit amené à se décliner un tout petit peu par rapport à... Sam Séverin, tu veux que je sois honnête? Ouais, ok, je vais être très honnête pour dire que la première raison pour laquelle je pars de l'église catholique, c'est parce que chaque fois que je vais à l'église catholique, j'ai plus tendance à somnoler qu'autre chose, parce que ça n'a rien d'intéressant. Mais la rencontre avec Dieu, c'est quelque chose de passionnant. Et donc, la première fois que je cherche une église, quand j'arrive aux États-Unis, la première église sur laquelle je tombe, c'est une église pentecôtiste, et c'est le grand amour qui est né depuis ce jour-là. Pourquoi vous somnolez chez les catholiques? Parce qu'il y a franchement, la façon de faire la messe, c'est ça? Non seulement ça, tout porte à vous faire dormir. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est ça. Ça, c'est votre raison à vous. C'est simple. Je pars de là. Mais après, quand j'arrive dans une église pentecôtiste, j'y reste par conviction. Parce que je suis quand même une personne assez... Aussi, avec au départ, j'y vais parce que c'est vivant, d'accord? Mais j'y vais surtout aux États-Unis parce que c'est l'église la plus proche, de prime abord. Maintenant, c'est proche, c'est vivant. Mais ensuite, je suis convaincue parce que je comprends l'importance de naître de nouveau. Ok? Donc, on peut aller à l'église tous les jours sans être né de nouveau. Cette importance de rentrer dans le corps du Christ, simplement de se laisser avoir une nouvelle vie avec sa mort, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué parce que je vivais avec beaucoup de poids sur la tête, sur les péchés, sur tout ce que je pouvais avoir commis comme quelque chose de mal dans le passé. Mais en naissant de nouveau, j'ai simplement compris que tout ça a été derrière moi. Il y a quelqu'un qui est mort pour justifier mes péchés. Je suis simplement une nouvelle créature et je pars comme étant une championne. On est à la fin. Qu'est-ce que vous avez à dire en 30 secondes sur tous ceux qui n'ont pas encore fait le pas que vous avez réussi à faire aujourd'hui, à savoir naître de nouveau? Simplement, je les invite à chercher à comprendre de quoi il est question. Ne vous précipitez pas, rien ne vous y oblige. J'ai fait un débat houleux avec les personnes qui me demandaient de naître de nouveau quand j'étais au Cameroun parce que je ne comprenais pas. Mais la réalité, c'est que c'est Dieu qui vous appelle. Quel que soit ce que vous allez faire, si vous n'êtes pas encore appelé, vous n'allez pas naître de nouveau. Et mais vous menez une vie normale, épanouie aujourd'hui, Merlis Prudence Mba.
Notre invité spécial, vraiment, on était heureux de vous avoir ce lundi. Votre impression à la fin de l'émission, je crois que un grand privilège, hein, une émission magnifique, on parle de tout, c'est convivial, et tout le personnel ici également, magnifique quoi. Je vous donne un coup d'ose et je vous demande de continuer à aller de l'avant. De toutes les façons. C'est sûr, je suis disponible. Déjà, on a parlé de consultation tout à l'heure, donc on va voir comment faire pour que cette émission décolle. Merci à vous et merci à vous qui nous avez regardé malgré la petite coupure. Hein, c'est AES Sonel qui a on demande pardon. Des siennes. Et puis voilà, la suite, c'est le lendemain. La même merci à Chrétien Foucault à la réalisation. Restez fidèles au programme qui se poursuit. C'est une équipe de journalistes et d'animateurs dynamiques constituée de jeunes hautement qualifiés. C'est des techniciens jouissant d'une expertise avérée et dotés d'une logistique à la pointe de la technologie. C'est un staff administratif compétent à l'écoute du personnel. C'est une diversité de programmes, de charme pour des téléspectateurs prestige. Elle vous écoute, vous regarde et vous rassemble parce qu'elle vous ressemble. C'est JBS. La télé de proximité.